Commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Laurent, je suis le chef de la mission communication à l'ENSG Géomatique. Nous avons le plaisir d'accueillir aussi Raphaël Hainaut, qui est la directrice adjointe de l'école, et deux étudiants de l'école, qui est Anna Savino et Philémon, Philémon Coudert, la cour Coudert, pardon, qui sont deux étudiants en deuxième année du diplôme d'ingénieur. Donc le webinaire se découpera de la façon suivante. Il y aura une première partie de présentation assez rapide de l'école et du diplôme d'ingénieur, et les témoignages des deux étudiants sur leur parcours, sur leur expérience au sein de notre école. Et maintenant, sans plus attendre, je laisse la parole à Raphaël. Oui, merci Laurent. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Laurent, je suis Raphaël Hainaut, je suis directrice adjointe de l'ENSG Géomatique. Euh, alors, je vais vous parler de l'école et son diplôme d'ingénieur. Donc, l'ENSG Géomatique, c'est à la fois une école interne de l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière. Et depuis 2019, c'est aussi une école membre de l'université Gustave Eiffel. C'est une école qui est située sur le campus Descartes, à Champs-sur-Marne, à Marne-la-Vallée, à 30 minutes environ du centre de Paris, par le RER. Alors, dans le NSG géomatique, il y a géomatique. La géomatique, c'est la rencontre de la géographie et de l'informatique. La géomatique, c'est l'ensemble des sciences et des technologies qui permettent d'observer la Terre de façon très globale ou de façon plus zoomée sur une portion ciblée du territoire, d'en mesurer ses formes, d'analyser les éléments qu'on va y trouver, hein, les bâtiments, les routes, les rivières, les forêts, les champs, etc. C'est-à-dire leur nature, leur dimension, leur positionnement précis, sont également les méthodes et les techniques qui permettent de modéliser numériquement ces éléments et leur évolution dans le temps. Ce sont également toutes les méthodes qui permettent de représenter, notamment via des techniques cartographiques, les phénomènes qui se jouent sur le territoire. Donc évidemment, les outils d'analyse spatiale sont aujourd'hui particulièrement boostés par l'intelligence artificielle dont les élèves de cette école savent bien sûr se saisir. Alors, l'ENSG géomatique, c'est la grande école de la géodata ou de la géodonnée localisée. C'est l'école d'ingénieurs de référence du domaine des sciences et technologies de l'information géographique qui situe au carrefour de la géographie et de la cartographie, des sciences de la Terre, de l'informatique, du numérique et des géodata sciences. Donc, à l'ENSG géomatique, on forme 60 élèves ingénieurs par an, dont plus d'un tiers de filles et de boursiers, qui deviennent des ingénieurs spécialistes de haut niveau, capables de maîtriser toutes les étapes de la chaîne de valeur de la donnée géolocalisée, qu'on appelle aussi géodata. Et c'est particulièrement stratégique parce qu'aujourd'hui, parmi toutes les données qui circulent, 80% d'entre elles sont des données géolocalisées, c'est-à-dire qu'on peut les positionner sur une carte. Alors, quelques chiffres. À l'ENSG géomatique, on a environ 400 élèves en formation initiale, dont 180 élèves ingénieurs, hein, je vous l'ai dit précédemment. On a 60 élèves ingénieurs par promotion. C'est un diplôme à bac plus 2, hein, donc en 3 ans. On a environ 100 chercheurs et enseignants-chercheurs. On a notamment une capacité de recherche assez remarquable. On a 7 cycles de formation, dont le cycle ingénieur, mais aussi la licence professionnelle et des masters. Donc l'ENSG, c'est une école publique qui existe depuis 1941, comme je le disais, hein, une école de l'IGN, qui est également héritière de l'école impériale des ingénieurs géographes. Enfin, à l'IGN, pardon, à l'ENSG géomatique et à l'IGN aussi, hein, d'ailleurs, on compte 3 unités de recherche qui travaillent sur la donnée géolocalisée, mais aussi sur la forêt, ou plus précisément
sur la quantification de la ressource forestière et sur la géodésie, hein, qui concerne la forme, les dimensions et la dynamique de la planète Terre. Alors, un petit mot sur les débouchés. Ils sont nombreux. Euh, une, une étude assez récente qui a été publiée en septembre dernier a montré que le secteur de la géomatique ou de l'information géographique est en pleine effervescence et qu'il représente 10% du secteur du numérique, qui, on le sait, se porte très bien. La géomatique, c'est 70 000 emplois directs. Euh, alors, nos ingénieurs diplômés peuvent travailler sur tous les segments de la chaîne de valeur de la donnée géolocalisée ou dans son utilisation. Et donc, ils peuvent être, par exemple, data scientist, ou comme c'est écrit ici, géodata scientist. Ils peuvent être cartographes. C'est particulièrement intéressant, hein, puisque la cartographie, c'est un média extrêmement puissant pour transmettre des informations, par exemple, entre scientifiques et décideurs. Ils peuvent être architectes réseau informatique ou chercheurs, administrateurs de bases de données géographiques, ingénieurs en aménagement du territoire, etc. Ils peuvent travailler dans le secteur public, hein, par exemple dans les ministères, en administration centrale, chez des opérateurs de l'État comme l'IGN par exemple ou l'Office national des forêts, mais d'autres organismes encore, le CEREMA par exemple. Ils peuvent également travailler en bureau d'études, ils peuvent également bien sûr travailler dans le secteur privé. Et là, dans la forêt de logos que vous avez sous les yeux, il y a notamment toutes les entreprises qui ont besoin d'une connaissance très fine d'informations liées au territoire. Et c'est par exemple les gestionnaires de réseaux, les réseaux d'eau, les réseaux d'énergie, les réseaux de transport, etc. Et puis il y a aussi beaucoup d'autres entreprises. Donc finalement, euh, les ingénieurs diplômés de l'ENSG ont la possibilité d'exercer des métiers très variés dans des domaines d'application également très différents, dans le public ou dans le privé. Quelques chiffres encore, hein, le diplôme d'ingénieur permet une très bonne insertion professionnelle avec 67% des élèves qui sont déjà en emploi, enfin qui ont déjà trouvé un emploi avant de quitter le NSG, 97% d'entre eux à 3 mois de l'obtention du diplôme et 100% à 18 mois de l'obtention du diplôme, avec un salaire moyen de 38 500 euros environ. Alors revenons sur le fond des enseignements et des techniques qui sont enseignées dans cette école. Donc, on l'a dit, hein, l'ENSG Géomatique forme des experts capables de maîtriser toutes les étapes de la chaîne de valeur de la donnée géolocalisée. Donc la donnée géolocalisée, elle vient par exemple euh, des images d'observation de la Terre, hein. Donc on en voit une représentation ici sur cette vignette en haut à gauche, donc avec une profusion aujourd'hui, hein, de satellites d'observation de la Terre qui fournissent ces informations. On va aussi utiliser des images qui sont collectées par des caméras optiques embarquées dans des avions ou dans des drones, où on va utiliser également de la donnée qu'on produit directement sur le terrain, au sol, avec différents types d'appareils de mesure, hein. Par exemple, on voit sur cette vignette, hein, à droite, en haut à droite, euh, un agent de l'inventaire forestier qui réalise un relevé laser, donc avec un laser, un lidar terrestre, hein, qui va permettre de scanner son environnement proche et d'en produire une représentation via un nuage de points euh, en 3 dimensions très précis. Donc, toutes ces informations, ainsi que d'autres informations qui sont, par exemple, des informations qui sont peut-être un petit peu moins euh,
géolocalisées, on va dire, hein, des informations qui sont des informations collectées, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur des nouvelles constructions ou des permis de construire, etc. Toutes ces informations sont collectées, traitées, analysées par des ingénieurs géomaticiens, des ingénieurs donc de l'ENSG. Alors on voit en bas de cette planche, par exemple, euh, on a à partir d'images aériennes ou spatiales, on a été capable de d'identifier les bâtiments euh, en 3 dimensions et de détourer de façon très précise, hein, le contour des toits. Sur l'image du milieu, en bas de la planche, on a une représentation là sur manifestement l'île de la Réunion, qui est une carte qui représente l'occupation des sols. Donc c'est quelque chose qui est produit de manière très automatisée grâce à des méthodes d'intelligence artificielle, donc qui permettent d'analyser finement et de façon massive, hein, les images d'observation de la Terre et qui reconnaissent le bâti, les routes, qui vont reconnaître tel et tel type de végétation, etc. Et puis sur la droite, on a une modélisation 3D très fine d'un élément du paysage urbain. Là, il se trouve que c'est le Stade de France. Donc c'est une discipline, hein, la géomatique, qui traite de tout l'espace géographique, donc à partir de données géolocalisées, et qui traite de tout l'espace géographique à toutes les échelles, hein. Vous allez voir sur les exemples qui sont présents sur cette planche et que je vais commenter, on travaille vraiment à des échelles variées et c'est pas du tout exhaustif, hein. Ce ne sont que des exemples de ce que la géomatique permet de faire. Le premier exemple, c'est la prévention et la gestion des risques. Alors ici, on parle de risques d'avalanche, d'inondation, de séisme. En effet, les informations géographiques vont produire une description de l'état du territoire. Alors si on parle de risque d'avalanche, on va avoir une description très fine du relief, éventuellement de la végétation et, euh, et de divers éléments qui sont sur les pentes de la montagne, hein, de la roche, etc. Et on va pouvoir brancher à ces données très fines et très précises de description du territoire des modèles de simulation scientifique qui sont capables de dire dans quelles circonstances une avalanche va ou non se déclencher. Sur la vignette enfin, en haut, au centre, on a bon, apparemment un véhicule intelligent, un véhicule autonome. Alors, on n'est pas forcément encore au stade où le conducteur peut complètement ignorer la conduite et lire un livre comme c'est suggéré. Mais en tout cas, évidemment, la géomatique, c'est très utilisé et c'est même essentiel pour toutes les applications de navigation, hein, comme celles que vous avez dans vos téléphones portables. Google Maps, par exemple, que nous connaissons tous, que nous utilisons tous. C'est rendu possible par des données géolocalisées pardon, qui sont produites et entretenues par des processus conçus par des géomaticiens. Et puis, au-delà de ces données, il y a bien sûr des services informatiques, hein, là encore, qui sont conçus et développés par typiquement des profils hein, sortis de notre école. Et puis là, cette vignette, elle est évocatrice du véhicule autonome. Alors évidemment, pour que ce type de véhicule fonctionne, il faut, là encore, hein, non seulement une description très fine de l'environnement, mais aussi des interactions en temps réel que nos élèves aussi vont savoir gérer. Sur la vignette en haut à droite, on a des applications en lien avec la Terre. Donc, je parlais tout à l'heure de cette technique qui s'appelle la géodésie. C'est donc l'étude des formes, des dimensions de la dynamique de la Terre. C'est notamment cette technologie, cette science, la géodésie, qui permet de définir précisément des systèmes de coordonnées qui vont permettre de placer
des phénomènes à la surface de la Terre ou sur une carte. Alors on ne s'en rend pas compte, mais tout ce qu'on utilise au quotidien dans notre smartphone, notamment les applis de localisation et de navigation, montrent tout un tas d'informations qui sont colocalisées. Et ça, c'est possible parce que derrière, il y a des systèmes de coordonnées très précis. Donc on a des systèmes de coordonnées qui permettent de placer à 1 centimètre près des phénomènes à la surface de la Terre, alors que la Terre, c'est quelque chose de dynamique, hein, avec les plaques tectoniques qui se déplacent, etc. Et donc voilà, c'est un- tout un ensemble d'informations dont on n'a pas forcément conscience, mais qui sont absolument fondamentales pour, pour de nombreuses applications du quotidien. Évidemment, donc les élèves de l'ENSG géomatique sont des experts de ces techniques. En bas à gauche, on parle de cartographie du territoire. Je l'ai déjà dit, hein, la cartographie, c'est un outil de médiation extrêmement puissant pour accélérer les prises de décision. C'est beaucoup plus facile pour un élu, pour un décideur, de prendre des décisions sur la base d'une représentation cartographique plutôt que sur un rapport rédigé ou sur des tableaux Excel. Donc ici, on a une représentation en 3 dimensions. Donc, décrire le territoire en 3 dimensions, nos élèves savent très bien le faire à partir d'images de ce territoire prises de plusieurs points de vue. Donc ça, c'est la technique de la photogrammétrie ou d'autres techniques de type lasergrammétrie. Et l'image qui vient juste à droite, la modélisation 3D de monuments, c'est à peu près la même chose en réalité, mais c'est ces techniques qui sont utilisées massivement et dans tous les pays pour cartographier les territoires, qui là sont utilisées de façon rapprochée sur des bâtiments. Au lieu de prendre des photos vues du ciel ou de l'espace, on va au sol prendre des photos d'une église, hein, comme c'est le cas dans cet exemple, avec éventuellement des photos aériennes par drone, et puis on va lancer les méthodes qui permettent, là encore, de modéliser en 3D l'église, le monument, et d'en rendre aussi les textures et les couleurs. Donc ça, c'est extrêmement utile pour la documentation du patrimoine architectural, en l'occurrence là, pour les églises. Et puis l'exemple qui est donné en bas à droite, c'est l'exemple qui était suggéré sur la planche précédente avec l'occupation des sols sur l'île de la Réunion. C'est la reconnaissance par intelligence artificielle sur image satellite ou aérienne des données d'occupation des sols. Donc, c'est notamment des informations qui sont utilisées actuellement pour suivre une politique publique qui est très importante dans le cadre de la transition écologique. C'est la politique du zéro artificialisation nette. Vous savez que nos banlieues sont bétonnées par des parkings et par des supermarchés. La loi a décidé de surveiller ce bétonnage et ce sont des données d'occupation des sols très précises produites pardon, par ce type de méthode, hein, qui permettent de surveiller que les choses vont dans le bon sens. Alors, ceci étant dit, donc je vous ai un petit peu parlé, c'est un petit peu expédié, hein, vous le comprendrez, c'est le format qu'il exige. Je vous ai un petit peu parlé de la géomatique, hein, donc des sujets qu'on évoque et qu'on traite, hein, d'ailleurs en profondeur avec nos élèves à l'école. On va maintenant regarder comment est structurée la formation, euh, la formation la formation d'ingénieur, pardon. Donc, comme je vous le disais, c'est un diplôme à bac+2, donc un cycle ingénieur en 3 ans, avec un tronc commun les 2 premières années et une spécialisation en dernière année. Le tronc commun, en résumé, c'est, comme dans la plupart des écoles d'ingénieurs, hein, des maths, avec notamment des probabilités, des statistiques, de la géométrie et de la physique. C'est également, bien sûr, de la géomatique, géomatique fondamentale en première année, géomatique avancée en deuxième année. C'est également des sciences humaines et sociales parce que les ingénieurs que l'on forme
ne devront pas seulement euh, produire des solutions techniques pour répondre à des problèmes, mais ils devront aussi être capables de comprendre le monde qui est particulièrement complexe donc, dans sa globalité. Et c'est également un bloc donc, d'informatique générale et appliquée. Je vous l'ai dit, l'ingénieur diplômé de l'ENSG géomatique, c'est un ingénieur expert de la donnée géolocalisée, expert de la donnée, expert de la data. On sent bien en disant ça que cet ingénieur-là, il doit également être expert informaticien. Donc, de façon résumée, hein, il y a 4 grands blocs dans le tronc commun. Euh, je tiens à préciser, évidemment, on a des langues vivantes dans ce tronc commun. On a également, peut-être c'est important de le dire aussi, une pédagogie par projet qui est assez poussée avec des sujets de projet qui sont souvent proposés par des acteurs du monde socio-économique, hein. Ça permet à nos élèves de répondre à de vraies problématiques. Euh, et puis, je tiens donc à souligner qu'entre la première et la deuxième année, nos élèves ne font pas un stage ouvrier comme c'est le cas dans la plupart des écoles d'ingénieurs, mais ils font un stage sur le terrain en Provence, à Forcalquier, dans les Alpes de Haute-Provence, pendant 2 mois, pour mettre en pratique toutes les sciences et technologies de la géomatique qu'ils ont commencé à étudier en théorie pendant l'année. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'effectivement, ils comprennent beaucoup mieux à la fois comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert. Et puis au passage, parce que le lieu est fondamentalement différent du campus Descartes qui est très urbain, au passage, nos élèves se reconnectent au vivant et c'est particulièrement intéressant au moment où on doit former des ingénieurs qui conduiront la transition écologique dans la bonne direction. Alors, en troisième année, les élèves vont choisir une filière de spécialisation, donc ils vont pouvoir se spécialiser sur une des étapes de la chaîne de valeur de la géodata, de la donnée géolocalisée, ou alors ils vont pouvoir, s'ils le préfèrent, se spécialiser dans un domaine d'application de cette donnée géolocalisée. Donc on a un assez grand nombre de filières de spécialisation possibles, hein. Alors ça va de la partie amont de la chaîne de valeur de la donnée géolocalisée, c'est-à-dire sur toute la partie observation de la Terre, ou positionnement précis, avec notamment les méthodes de positionnement par satellite. Donc je parle de tout ce qui est GPS, ou façon plus générale, toutes les constellations GNSS. Ça peut être des spécialisations plus informatiques, avec la spécificité liée à l'information géolocalisée, peut être des spécialisations de data science, d'analyse spatiale, de cartographie, etc. Et pour les spécialisations qui concernent des domaines d'application, par exemple dans le domaine de l'urbanisme ou de la forêt ou d'autres encore, on va parfois donc s'associer avec d'autres écoles. Euh, Bien sûr, alors c'est pas précisé sur cette planche, mais on a, comme la plupart des écoles d'ingénieurs, hein, des accords avec des universités européennes ou plus largement dans le monde qui nous permettent d'envoyer nos élèves en semestre de mobilité internationale. On a aussi des accords avec d'autres écoles pour permettre à nos élèves de faire des doubles diplômes. Et dans ce cas, ils vont passer 2 ans chez nous à l'ENSG, et puis ils passeront à nouveau 2 ans dans l'autre école. Et d'ailleurs, je crois que Anna, qui est une des élèves témoins ce soir avec nous, elle est représentative de cette possibilité. Elle fait un double diplôme, hein, mais dans l'autre sens. Elle a déjà fait 2 ans dans une précédente école. Elle vous en parlera. Alors, je crois que j'arrive au bout. Euh, Pardon. Donc, j'espère vous avoir intéressé pour candidater au diplôme d'ingénieur de l'ENSG géomatique. Alors, qui peut candidater?
Alors, on a la possibilité de rentrer à l'ENSG via trois concours après la classe préparatoire aux grandes écoles. D'abord, le concours Mines Télécom pour les filières MP, MPI, PC, PSI, PT, TSI. On peut également intégrer l'école après le concours BL-SES ou après le concours G2E, donc c'est pour les filières agro, hein, BCPST. Donc, au passage, hein, je vous fais remarquer que ces trois concours vont amener dans la promo des profils assez différents et donc une variété de façons de penser qui est très riche et qui permet notamment hein, dans les projets de groupe euh, des, euh, des productions très originales et très intéressantes. Je tiens aussi à préciser quelque chose. Si l'on intègre le NSG via l'un de ces trois concours, on va pouvoir choisir de rentrer dans le statut étudiant classique ou dans le statut fonctionnaire. Et si on rentre à l'ENSG comme élève fonctionnaire, on est rémunéré pendant sa scolarité, on ne paye pas de frais de scolarité et on fait son premier poste à l'issue de l'école à l'IGN, à l'Institut national de l'information géographique et forestière, donc qui est un opérateur de l'État sous tutelle du ministère chargé de l'écologie. C'est un opérateur très innovant qui a pris depuis plusieurs années le virage de l'intelligence artificielle pour produire et entretenir les données de description du territoire national. Et donc, on doit ensuite, en tant qu'élève fonctionnaire, on doit ensuite 8 ans, on est obligé de travailler 8 ans pour la fonction publique. Et voilà. Alors, d'autres façons d'intégrer le NSG, hein, c'est si on a un parcours académique, universitaire, pardon, scientifique, hein, donc si on est en licence 2 ou 3 ou en master 1 ou 2, on peut candidater sur dossier, donc via e-candidat. Et les dossiers qui seront jugés euh, intéressants, donc, feront l'objet d'une convocation et les candidats, donc, auront un entretien avec une épreuve d'anglais, une épreuve de maths et un échange avec le jury. On peut rentrer aussi via la procédure passe ingénieur. On a aussi un accord particulier avec la classe préparatoire aux enseignements scientifiques Jean Moulin de Torcy. Et les élèves qui réussissent leur scolarité sont admis de droit dans notre école. Et puis on a enfin une procédure qui est réservée aux étudiants internationaux, donc via Campus France. Voilà, le slogan de notre école, c'est observer la Terre et faire parler les données. Euh, J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous laisse maintenant poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Merci Raphaël. Effectivement, vous pouvez poser vos questions via le module de conversation. C'est une petite bulle que vous avez en haut de l'écran. N'hésitez pas à écrire vos questions. On va prendre les premières questions. Ou si vous n'avez pas encore de questions, on va pouvoir peut-être enchaîner. Ah, il y a déjà une première question. Donc, c'est quelle est la charge de travail en maths, physique et informatique pour les étudiants intégrant le cursus en L3 après une classe préparatoire BL? Alors, j'ai cursus en L3, oui. Alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc, après une classe préparatoire BL, euh, est-ce que je comprends que la question porte sur l'intégration à l'école via le concours BL-SES ou c'est sur dossier? Enfin, dans tous les cas, c'est à peu près pareil. Je suppose que la question, c'est est-ce qu'il y a du rattrapage à faire, notamment en physique et informatique? Euh, oui, il y a un petit rattrapage, mais qui est proposé de toute façon par l'école, hein, qui n'est pas à faire de façon autonome et personnellement. C'est quelque chose d'organisé par l'école. Et par expérience, les élèves qui arrivent par la filière BL s'en sortent très bien. Et donc, on a cette année 10 places en filière civile et 10 places en filière fonctionnaire. Les cours au prochain semestre commencent le 1er septembre. Oui, alors, je vois qu'il y a encore des personnes qui écrivent. Alors, à quel type de sujet de maths doit-on s'attendre pour l'entrée en master?
Un profil de géomètre topographe peut-il être éligible? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des sujets de maths. Il faut, c'est les sujets de maths qu'on va poser en entretien, hein. C'est des, d'école de maths, c'est forcément au-delà du niveau spécialité maths de terminale, hein, bien sûr, parce que là, on a des élèves qui vont commencer des cours avec d'autres élèves qui sortiront de classe prépa et qui auront tous un très bon niveau de maths. Donc c'est du niveau de, on va dire de classe prépa en maths BL par exemple. On a souvent des exercices qui sont pas tant des exercices de maths très scolaires, mais des exercices où on va demander au candidat de prouver qu'il a une bonne notion des ordres de grandeur et qu'il est capable de reformuler des problèmes. Et on va pas le laisser caler sur des notions de théorie de maths si on voit que c'est pas nécessaire. Une question, c'est est-il possible d'intégrer l'école après un BUT en sciences des données, donc en ayant fait que très peu de géomatique, ou faut-il passer d'abord par une licence professionnelle en système d'information géographique? Théoriquement, oui, c'est possible. Alors, il n'est pas du tout exigé d'avoir fait de la géomatique pour entrer dans cette école, hein, puisque tous les élèves de classe préparatoire qui sont les plus nombreux dans une promotion, bah, ceux-là ont rien fait en géomatique avant d'intégrer l'école. Donc ça, c'est pas du tout un prérequis. Après, euh, avoir fait un BUT en sciences des données, sur le papier, c'est probablement bien, mais le jury examine soigneusement les dossiers, le programme en détail hein, de la formation et puis les résultats de l'élève. Est-ce qu'il y a un double diplôme possible en géographie avec l'université Gustave Eiffel? Euh, Actuellement, non. Je suis pas sûre de comprendre l'intérêt de ce double diplôme, mais bon, l'université Gustave Eiffel, hein, je vous l'ai dit, on en fait partie. On est une école membre de l'université Gustave Eiffel, et donc on travaille beaucoup avec l'UFR de géographie notamment. Donc il y a plein de choses qui sont possibles avec eux, bien sûr. Il y a une Et question qui s'est créée encore. Oui, vas-y, Raphaël. sinon, vous pouvez poser vos questions à l'oral, hein, Vous n'hésitez pouvez aussi, pas. si je veux. Alors, une question sur, sachant que j'ai eu un bac littéraire, pourrais-je candidater avec le cursus suivant, baccalauréat, licence 1 géographie, BTS géomatique, licence 2 géographie et licence pro géomatique? Oui, vous pouvez candidater, mais là, ce que vous dites, c'est pas suffisant pour savoir si on vous invitera à l'oral, parce qu'on sent effectivement qu'il pourrait y avoir des lacunes sur les sciences. Mais après, normalement, votre dossier, si vous le soumettez, devrait permettre de donner plus d'éclairage. Et donc, on décidera ou non de vous recevoir. Et c'est vrai que sur un dossier comme le vôtre, vous avez un profil plus littéraire, on va quand même particulièrement euh, regarder votre niveau de maths, parce qu'on ne veut pas vous accepter dans l'école et que vous ne puissiez pas suivre ensuite. Il y a quand même beaucoup de disciplines où on fait des maths et on peut pas s'en passer, on peut pas se passer d'avoir les bases, hein. J'ai beaucoup évoqué euh, l'analyse d'images d'observation de la Terre. Et donc pour ça, on fait bah, des statistiques, du traitement du signal, etc. Donc on a quand même besoin d'un niveau de maths qui soit assez sérieux. Alors, il y a encore deux personnes qui écrivent. On va prendre peut-être ta- quelques deux dernières questions. Alors, l'oral sera en présentiel ou à distance? Et où à C'est en distance? présentiel. Et là, une dernière question, Héloïse. C'est une grosse question. Alors, je vais avoir un diplôme d'ingénieur spécialisé en informatique. Est-il possible de faire ce parcours en un an en alternance? Non, c'est non, a priori non.
De toute façon, on ne fait pas d'alternance, hein. Enfin, on a juste une filière de trois. Ah, c'est peut-être ça la question, mais j'avoue que là, les informations sont trop. Euh, Ce ne sont pas assez précises là, pour que je puisse vous répondre. Oui, je pense que vous deux, enfin, ça dépend de votre candidature, votre dossier en soi, voir un peu ce que vous souhaitez faire, parce qu'il n'y a pas que le diplôme d'ingénieur qui est proposé au sein de l'ENSG Géomatique. Vous avez aussi un master spécialisé qui, lui, est en anglais, qui peut se faire après un cursus soit un diplôme d'ingénieur ou après un master aussi, et des masters 2 qui sont proposés au sein de l'école, qui sont Oui, décorrélés ouais, du ouais. diplôme d'ingénieur. Donc voilà, ça dépendra de votre dossier aussi en soi. Très bien, merci à vous. On va peut-être passer effectivement au témoignage pour laisser un peu de temps. On va commencer par Anna Savino, qui est actuellement en deuxième année chez nous, en double diplôme. Donc Anna, si tu es parmi nous, je te Oui, c'est laisse la bon. parole. Normalement, on Si m'entend. Raphaël, tu peux juste enlever le partage de ton écran, comme ça on verra Anna en grand écran. En grand. Bonjour à tous déjà. Ah, Raphaël, je sais pas si tu m'entends. Si tu peux départager l'écran ou pas, ton écran, la présentation. On me voit en petit, c'est pas Bon, grave. c'est pas grave, on te voit en petit, vas-y. Euh, du coup, oui, je commence. Finalement, on va arriver dans quelques minutes. Donc, ça commence bien que je commence. Du coup, en effet, je fais un double diplôme. Alors, pour remettre dans le contexte, quand j'ai fait un bac S, quand ça existait encore, et en sortant de mon bac S, personnellement, je voulais garder des SVT et un bon socle de sciences. Du coup, en fait, je me suis assez naturellement tournée vers la prépa BCPST. Enfin, j'étais perdue entre licence et prépa. Bon, j'étais pris en prépa. Je suis rentrée dedans et au fur et à mesure de ma prépa BCPST, j'ai compris que veto, c'était pas pour moi. Agro, c'était pas pour moi. Mais par contre, que les sciences de la Terre, ça me plaisait vraiment. Du coup, je me suis orientée, enfin, j'ai été acceptée après ma prépa à l'École nationale supérieure de géologie, donc, qui est à Nancy, où j'ai fait du coup 2 ans et en fait je me suis rendu compte que en termes de débouchés ça correspondait pas vraiment à mes attentes, que je me fermais enfin entre guillemets pas mal de portes et où les métiers qui m'intéressaient nécessitaient d'aller notamment à l'international, et c'est quelque chose qui m'intéresse pas sur du très long terme. Et du coup j'ai regardé les options qui se présentaient à moi et les doubles diplômes sont des choses qui se font très très bien, super. Enfin, c'est vraiment des super options si on veut s'ouvrir des opportunités et c'est exactement ce que le NSG Géomatique permet, parce que il y a tellement de débouchés possibles. Raphaël l'a présenté, il y en a vraiment plein, plein, plein. Dans le cas qui me concerne particulièrement, c'est beaucoup en lien avec des géosciences, que ce soit avec de la géologie pure, par exemple, l'imagerie satellitaire sur Mars, ça permet de savoir la composition de la croûte martienne. Il y a aussi, en fait, il y a des champs d'application qui sont hyper vastes, donc soit le traitement de minéraux en lien avec des minéraux, on va dire, ou plus vastes, plus, on va dire, liés à entre différents domaines, donc par exemple de la géophysique, donc avec l'étude par exemple de séismes, de mouvements terrestres, donc ça peut être du profond comme du surface. C'est hyper vaste en fait en termes de débouchés. Du coup, c'est vraiment ça qui m'a plu et qui me plaît toujours autant. C'est vraiment d'avoir la possibilité d'orienter exactement dans ce qu'on veut, de pouvoir tester plein de domaines, que ce soit du coup via les projets ou via des stages. Il y a l'opportunité de tester plein de choses, parce que du coup, il y a des projets qui peuvent être des projets un peu, on va dire, classiques. Tout le monde a le même sujet et on fait l'exercice et on rend ça sous forme de rapport ou de code, etc. Et il y a des choses qui sont bien plus personnelles, comme par exemple, on a fait un petit site web. Et du coup, on choisissait complètement le thème de notre site web. Même si ça devait respecter une structure, bon, on était assez libre sur la forme. Il y a aussi des projets donc vraiment en lien avec, par exemple, de la recherche ou des entreprises, enfin des choses qui sont
plus extérieure à l'école, ou en tout cas au monde on va dire, académique. Ça permet de tester de la géodésie, du code plus pur, de tester la représentation cartographique. Alors, j'ai fait un projet en deuxième année qui s'appelle le PIR, le projet d'initiation à la recherche. Celui-là, je l'ai fait en gros, on a fait tester des gens pour savoir comment ils voyaient des cartes. Donc, il y avait limite quelque chose d'assez de psychologique et vraiment travail sur la symbologie et comment les gens voyaient les informations cartographiques, les informations qui sont spatialisées avec le zoom, etc. C'est en fait c'est très très vaste du coup comme application. Et en parallèle, il y avait des amis qui travaillaient sur des choses, études de nappes phréatiques ou de marégraphes. Du coup, c'est du coup pure géodésie. C'est hyper vaste en fait, du coup, comme que ce soit dans le cursus et dans l'application, c'est très vaste. Donc, c'est ça qui m'a plu principalement et qui me plaît principalement dans l'école. Qu'est-ce que je peux rajouter? La vie étudiante, c'est important. C'est que la vie étudiante est très active, mais ne serait-ce par l'organisation, on va dire, du bâtiment. En fait, il y a un endroit qui est vraiment dédié aux étudiants. Tous les clubs, les associations sont au même endroit, ce qui fait que la pause, tout le monde se retrouve au même endroit. Les jeudis après-midi, qui sont souvent banalisés, on se retrouve au même endroit, tous ensemble. C'est super convivial, du coup. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, ça peut être plus ou moins difficile à avoir si juste l'organisation spatiale, par exemple, n'est pas la même façon. Et aussi, l'école permet beaucoup d'avoir ces activités étudiantes, que ce soit en banalisant certains vendredis pour avoir le week-end européen. Donc, on part à un endroit en Europe pour ceux qui veulent. Donc, c'est un gros voyage scolaire, c'est assez marrant. Il y a le week-end d'intégration, donc pareil, il y a un jour de banalisé. Il y a le week-end de ski. Enfin, il y a plusieurs événements comme ça qui permettent vraiment si on veut, participer à la vie étudiante. Et plus que juste au sein de l'école, il y a aussi des événements en dehors. Il y a aussi les engagés qui font des événements chez l'association solidaire et écologique de l'école, donc qui organise une course pardon, pour Octobre Rose. Donc ça, c'est complètement, c'est le week-end, etc. Voilà, il y a aussi des choses complètement en dehors de la semaine classique de cours, on va dire. Et aussi, avec l'université, on a accès à tous les services de l'université, donc tous les sports. Donc, il y a des cours des équipes de hand, de foot, il y a bientôt une salle d'escalade. Enfin, il y a des choses qui vont s'ouvrir en plus à la rentrée. Et il y a aussi du coup, des activités culturelles où on a totalement le droit gratuitement par l'université. Donc ça aussi, c'est très très chouette de pouvoir participer à une vie étudiante en dehors de l'école. Enfin, il y a vraiment deux vies étudiantes auxquelles on peut avoir accès. Et oui, je commence à... Merci. Je crois que j'ai tout dit. Merci, oui, tu as tout dit, Anna. Juste peut-être une question. Est-ce que tu as déjà un projet professionnel? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard, après à la sortie Euh, de l'école? En fait, du coup, en troisième année, là, je vais prendre l'option qui est autour de la géodésie et positionnement terrestre. Donc, c'est principalement pour être du coup en lien avec la géodésie et encore plus avec les géosciences. Il est en lien avec ça et en particulier avec du coup le stage que je fais actuellement pour faire un peu rêver les gens. Là, je suis à La Réunion, voilà. Et, et aussi ce que j'ai pu faire antérieurement, je pense en gestion des risques autour des mouvements de terrain, parce que ça mélange du satellitaire, on peut aller sur le terrain, enfin il y a aussi des côtés humains, hein, d'aller voir les gens qui ont par exemple eu des sinistres, c'est hyper vaste et ça me plaît beaucoup, donc je pense continuer là-dedans. Super, merci. Merci pour ce témoignage de La Réunion. On va passer au témoignage de Philémon. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Super. Vas-y, je te laisse te présenter ton parcours. Alors, je m'appelle Philémon Couder. Je suis étudiant actuellement comme Anna en deuxième année à l'ENSG. Alors, j'ai fait des études, entre autres, de mathématiques, et c'est par là que je suis arrivé à l'ENSG. Je suis rentré
sur dossier avec un entretien dans le cursus ingénieur de l'ENSG. Voilà, j'ai fait donc la première année de tronc commun classique, pas comme Anna pour le coup, avec le stage à Forcalquier, et j'ai fait un semestre d'Erasmus aussi. Au premier semestre, je suis allé à Milan, à Politecnico di Milano, pendant 4-5 mois, quelque chose comme ça. Et là, je suis actuellement en stage à RATP Infrastructure en banlieue parisienne. Voilà, je suis arrivé à l'ENSG. C'était un choix, moi que j'avais depuis un certain temps, j'avais déjà réfléchi à la question. J'ai un peu tergiversé. Finalement, je me suis retrouvé après mon master en mathématiques. J'étais très intéressé globalement par la cartographie, par l'informatique aussi. J'ai pas été particulièrement déçu à ce niveau-là, il y a de quoi faire. Voilà, je suis du coup actuellement là dans les transports, dans l'infrastructure en particulier. C'est un domaine dans lequel je pense que je vais continuer. Je pense continuer en troisième année dans la filière par alternance Geodata Science, qui est une filière donc qui se fait exclusivement en alternance. Moi, je la ferai normalement au sein de SNCF Réseau. Voilà. Parler un peu du coup de l'ENSG. La vie à l'ENSG, en tout cas, ça va, c'est pas mal. On est pas trop mal lotis. Comme disait Anna, pour ce qui est de la vie étudiante, c'est vraiment sympa. On a toute une espèce d'aile, enfin un étage d'une aile qui est vraiment dédié aux étudiants et aux assos. Où effectivement les gens se retrouvent pas mal à la pause, c'est très très cool. On a une bonne ambiance là-dessus. Euh, une des rares fois, on pouvait faire les malins d'ailleurs par rapport au pont parce que on est dans le même bâtiment et du coup les ponts et chaussées et eux n'ont pas cette infrastructure et ils sont bien jaloux quand ils passent chez nous de l'avoir. Euh, Bon, ils sont peut-être pas jaloux sur beaucoup d'autres choses, mais là-dessus ils le sont. Mais voilà, enfin en tout cas on est bien lotis à ce niveau-là, c'est assez cool. Je sais pas, Anna du coup a peut-être pas beaucoup parlé du stage à Fort K, Voilà, c'est ce que j'imagine. j'allais enchaîner, effectivement. Parle-nous en quelques minutes, effectivement, de ce que c'est cette école d'été à Fort-Calquier. Ce Voilà, qu'on y donc fait. tous les étés, la promo, donc les premières années de licence pro géomètre et les deuxièmes années, ainsi que les premières années ingénieurs, vont à Fort-Calquier, les premiers pendant 3 mois, les deuxièmes pendant 1 mois et les troisièmes pendant 2 mois. Donc nous, c'est 2 mois en ingénieur. Ces 2 mois, donc, à Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence, c'est franchement sympathique comme coin. En plus, on y va vraiment à une période euh, où il fait assez beau. On y est en juin, juillet, mai-juin plutôt, pardon. Enfin, entre fin mai et début mi-juillet, je vais y arriver pendant 8 semaines de mémoire. C'est vraiment un moment globalement assez convivial. On s'ennuie pas pour autant. Je veux dire, on n'est pas les doigts de pied en éventail tout du long, très loin de là. On a donc 5 stages qui s'enchaînent sur 5 semaines, puis 3 semaines de projet. Alors les 5 stages, c'est assez sympa. On est divisé la promo en plusieurs groupes. Et chaque groupe fait un stage l'un après l'autre. Et donc on a par exemple un stage de photogrammétrie. C'est assez rigolo par exemple celui-là parce qu'on passe vraiment une semaine à aller dans une chapelle. On prend des photos, on utilise des scanners LIDAR, donc du laser pour faire un scan complet d'un bâtiment historique. C'est assez sympa. Et puis c'est vraiment, on passe la matinée dans la chapelle, on prend toutes les photos, on prend les scans, on revient l'après-midi dans les salles et on met les trucs dans les ordis et hop, on a un scan 3D complet de la chapelle. C'est vachement, ouais, c'est vachement, comment dire, c'est assez gratifiant comme truc. Il y a ça par exemple, il y a une partie par exemple topométrie, donc un relevé complet d'une petite zone à Fort-Calquier. On a un stage comment on appelle ça, de télédétection où on va explorer des zones et puis essayer d'un peu voir qu'est-ce qu'il y a à tel endroit et puis comment est-ce que l'ordinateur le repère. Un stage de métrologie, donc pour avoir des mesures très précises d'ouvrages d'art, par exemple. Et un dernier stage qui est le stage de géodésie, qui est avec Jacques, qui est très sympathique aussi, qui demande quand même de se lever une fois à 5 heures du matin pour aller voir le soleil à Fort-Calquier. Il faut quand même être prêt à sortir du lit. Mais c'est vraiment cool aussi. Et là, c'est vraiment une partie très, très GPS, très voilà, exploitation de données GPS, ce genre de choses-là. Voilà. Super. D'autres.
Merci pour ton témoignage, Philémon. Pas de souci. Alors, du coup, si vous avez des questions, effectivement, alors soit suite à l'intervention de Raphaël, soit suite à l'intervention de nos deux étudiants, n'hésitez pas, là, on est aux 5 dernières minutes du webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit à l'oral directement en désactivant votre micro, ou sinon via le chat, donc via le module conversation qui est en haut de votre écran. Vous avez été parfait, en fait, il n'y a pas de questions. Pas de dernière question? Vous pouvez vous exprimer directement à l'oral hein, si Mhm. vous voulez pas écrire dans le chat. On n'est pas très très nombreux. Bon, je vais... Pas de question une fois. Ah, une question. Bonjour à tous. Quelle est la capacité d'accueil pour les admissions sur dossier? Euh, c'est de mémoire une douzaine de places. Si je peux me permettre, en tant que personne qui a été admise sur dossier, globalement, quand même, par année, on n'est pas beaucoup admis sur dossier. Et s'il y a une douzaine de places, enfin, je veux dire, c'est pas une question de, comment dire, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai sujet il y a trop de gens qui postulent par rapport au nombre de places, si je peux me permettre. Si je puis me permettre de corriger ce que tu dis quand même, euh, c'est quand même assez sélectif. Ça reste sélectif. Non, j'ai pas dit, Bientôt. pardon, j'ai pas dit que c'était pas sélectif. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, c'est plus une question de, oui, enfin, il y aura pas un blocage parce que, je sais pas, il va y avoir 15 personnes sur file d'attente ou des choses comme ça. C'est ce que je voulais dire. Une autre question sur quand aura-t-on les retours sur les candidatures? Euh, Il y a un calendrier qui est précis, mais j'avoue que je ne l'ai pas en tête, moi. Mais attends, je vais aller chercher. Je sais que donc, les candidatures sur dossier, si c'est effectivement vous, je pense que les candidatures sur dossier, c'est jusqu'au 23 mai que vous pouvez postuler via la plateforme e-candidat. Et après, il y a une analyse de dossier par le jury. Et je ne sais plus si j'ai les dates. Moi, je n'ai pas forcément les dates non plus en tête, Juste que je mais cherche. si la clôture des candidatures est le 23 mai, le jury qui va donc vérifier l'éligibilité et puis la recevabilité des dossiers se réunit peu après. Et donc, dans la foulée de la réunion du jury, il y a un procès-verbal qui est publié sur le site internet de l'ENSG et qui donne les noms des candidats qui sont retenus. Et en parallèle, notre service concours envoie un mail aux personnes concernées pour les inviter à se positionner sur des créneaux d'entretien. Donc ça, voilà, je ne sais pas exactement quelle est la date de clôture. Laurent disait le 23 mai. Si c'est le cas, le jury, il se positionne, il a lieu normalement peu après, et tout ça va assez vite après. Oui, alors j'ai le calendrier, parce qu'il y a une première phase, il y a une phase d'admissibilité Voilà, où à effectivement, l'issue de laquelle on va donc inviter les candidats admissibles donc à voilà. venir aux entretiens. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez un jury d'admissibilité qui, lui, va se tenir sur la semaine du 2 juin et la publication du PV, enfin du procès-verbal, effectivement, sera dans la foulée. Donc sur la semaine du 2 juin, vous avez effectivement cette publication et ensuite vous avez les oraux qui, eux, commenceront à partir de la mi-juin, pour être plus précis. Alors ça, c'est uniquement pour les ingénieurs qui postulent, enfin pour les candidats, pardon, qui postulent via la plateforme e-candidat. Hein, c'est pas via les concours. Les concours, c'est vraiment le calendrier qui est calqué sur les différents concours que vous a présenté Raphaël. Et ensuite, à la suite des oraux, effectivement, sera publié le PV. Généralement, alors là, j'ai le calendrier début juillet, après, apparemment, début juillet. Effectivement, sur la première quinzaine de juillet, vous aurez effectivement le PV des admis qui sera publié sur le site internet.
Alors, j'ai vu qu'après toi, Raphaël, tu as répondu aux questions. Oui, ce que je disais, c'est un bac L et une licence pro géomatique. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est atypique. A priori, c'est pas le bon format pour entrer dans un cursus d'ingénieur, hein. Vous le savez, dans les écoles d'ingénieurs, on demande quand même des élèves qui ont un bon bagage, au moins en maths et si possible aussi en physique. Donc, le bac L, c'est pas ce qui assure le mieux ça. Après, moi, je sais pas. On peut pas faire de généralité. Il faut regarder votre dossier. Mais en réalité, c'est quand même pas. Je, c'est pas la voie la plus évidente, hein. Je préfère être honnête. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on... Ah, très bien. Avant de conclure. Moi, je veux juste faire un petit Vas-y, résumé. Raphaël. D'abord, au passage, je remercie beaucoup Anna et Philémon qui ont pris de leur temps alors qu'ils sont en stage là pour venir témoigner. Moi, je trouve ça assez intéressant d'avoir leur point de vue. Donc, pour résumer, c'est une école qui n'est pas forcément très connue, que vous n'allez pas forcément voir non plus en haut du classement de l'étudiant, en tout cas aujourd'hui. Euh, mais c'est le cas de pas mal d'écoles, hein. Parce que le système du classement de l'étudiant, il a, il a des petites perversions qui euh, euh, défavorisent un petit peu les écoles avec des petits effectifs d'élèves. Alors, en contrepartie, notre école, c'est une école à taille humaine où il fait bon étudier. Je pense que vous l'avez entendu, hein, quand Anna et Philémon se sont exprimés. Donc, c'est une école à taille humaine où il fait bon étudier sur un campus qui est assez agréable avec pas mal de services qui sont offerts, notamment par l'Université Gustave Eiffel où il y a quand même 18 000 étudiants, hein, donc il y a beaucoup de choses possibles. C'est un campus, a fortiori, qui est aux portes de Paris, donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir profiter de toute la vie intellectuelle et culturelle de Paris. Et puis, pour entrer sur les études, les enseignements sont très intéressants. On devient expert de la donnée géolocalisée. Je le redis, 80% des données sont des données géolocalisées. Vous avez entendu aujourd'hui sur tous les médias, on n'entend parler que d'intelligence artificielle. Et ce dont on entend parler, ce sont des systèmes d'apprentissage, c'est-à-dire des systèmes qui font des choses extraordinaires parce qu'ils ont appris à le faire sur des données. Et donc ça demande des ingénieurs experts de la donnée, du cycle de vie de la donnée, des métadonnées, de la qualité, etc. des données. Donc c'est vraiment euh, des choses que l'on apprend à l'école. Et donc avec cette expertise, on est sûr de trouver une place, je l'ai dit, dans des métiers très différents et dans des secteurs aussi très variés. Donc c'est à peu près évident, en rentrant dans cette école, à la fois de passer une scolarité plutôt épanouie et de trouver ensuite un métier qui est en accord avec ses valeurs. Merci, Raphaël. Il y a une dernière question, ce qui s'écrit. Et après, on va répondre. Non. Ah, j'ai cru voir Alexandre envoyer un petit message, mais non. Bon, très bien. Bon, bah écoutez. Ah si, merci. Bon, c'est rien. Écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous contacter. Vous avez sur Internet une adresse qui est concours@ensg.eu. On peut répondre à toutes vos questions. Et pendant la période de recrutement, vous avez une page qui va être dédiée sur notre site Internet qui sera affichée en une, où vous pourrez nous contacter soit via messagerie, soit sur les réseaux sociaux, mais aussi via WhatsApp. Vous avez directement un lien sur notre site Internet pour nous contacter via WhatsApp si vous avez des questions. Merci à vous, merci Raphaël, merci Philémon, merci Anna, merci d'avoir témoigné de la réunion euh, Ah et oui, d'avoir pris merci. le temps, pardon. Merci à vous tous et toutes et à très bientôt à l'ENG Géomatique. Au revoir, merci beaucoup Au à revoir. tous.